Il faudrait peut-être qu'on passe à la conclusion générale. Oui. Donc, je te. Non. Enfin, on a commencé à en parler. Mais bon, il est difficile là parce que on a eu des approches parcellaires et on ne peut évidemment pas centrer. Bon, d'abord, l'intérêt d'une journée comme celle-là, c'est de rappeler l'intérêt d'une histoire mondiale ou mondialisée ou globale. Enfin, Pierre sait mieux que moi comment utiliser ces termes. Mais en tout cas, il y a bien une unité géographique et humaine entre l'Asie et la Méditerranée, voire au-delà, puisque, après tout, l'Europe n'est qu'un petit cap de l'Asie, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses. Je reviendrai dans un instant. De ce fait, d'abord rappeler que la violence, c'est d'abord l'Europe, enfin pas chronologiquement, mais celle qui l'a portée au plus loin, au plus fort, c'est l'Europe, avec 2 guerres mondiales et les pires génocides du XXe siècle. Donc cela pour éviter de prendre une position morale un peu trop élevée en disant que c'est pas bien d'être violent, parce que quand même, nous-mêmes, nous avons un passif sur ce sujet. Mais en dehors que ce soit un passif sur le sujet, on a abordé ce matin la question d'Occident. Et cette question d'Occident porte justement sur ce rapport géographique qui nous intéresse, qui va, moi je ne dirais pas de la Méditerranée, mais de l'Atlantique au Japon. En quelque sorte, ce qu'on appelait, en tout cas jadis, l'Ancien Monde, qui me paraît être une unité historique qui fait qu'un certain nombre de phénomènes ne peut être compris dans l'histoire que si on prend la totalité de l'Ancien Monde en perspective. Ah bon, il y a des gens dans le Nouveau Monde, mais ils arrivent tardivement, et c'est autre chose. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que la distinction qu'on a entre le petit cap de l'Asie et le reste de l'Asie, c'est que justement l'Europe était un petit cap, donc elle ne pouvait pas conquérir des territoires au-delà puisqu'il y avait la mer. Donc l'expansion... Les Britanniques l'ont fait. Hein. Non. L'expansion coloniale est ultramarine. Et ce qui fait que dans tous les empires européens ont été des empires ultramarins. Oui, les Portugais aussi. Et donc ça a d'ailleurs créé, dès le XVIe siècle, cette chose exceptionnelle qui était les empires sur lesquels le soleil ne se couchait jamais. Ce qui était le cas, par exemple, de l'Espagne de Philippe II. Et de ce fait qu'il y avait cette barrière maritime, et en dépit des discours de civilisation que les Européens adressaient au reste du monde, il y avait cette barrière, ce barrage, etc. Tandis que dans le reste de l'Ancien Monde, vous avez des empires continentaux. Et les empires continentaux, je ne parle pas de l'Inde qui n'a jamais été un empire sauf sous les Britanniques, mais de la Russie ou de la Chine, quand ils s'étendent sur le voisin. Et du coup, comme il n'y a plus la barrière, ils ont un problème de savoir où s'arrêter et que faire des autres. Alors déjà, l'Empire russe, il russifiait. Il russifie immédiatement ce qui est le voisin. Alors, au XVIIe siècle, il russifie l'Ukraine. Il continue. Et il continue. La Chine, c'est la même chose. La Chine, historiquement parlant, ça, si je me trompe, Anne, tu me corriges, la grande expansion chinoise territoriale, c'est les Mandchous. Ah non, ça a commencé dès les Han. Hein. Dès les Han, c'est-à-dire deuxième siècle avant... Oui, non, mais les grands territoires, là où il y a les minorités nationales, le Tibet... Mais non, mais les minorités nationales, je dis et je répète, ça c'est de la terminologie stalinienne. Bon, donc là, il ne faut pas faire de la rétroprojection. Comment dire, il faut savoir que dès l'époque Han, c'est-à-dire dès l'époque du premier empire centralisé, c'est-à-dire l'empire qui était
plus ou moins contemporain de l'Empire romain, hein, à l'autre bout donc, du continent eurasiatique. Donc vous aviez la Pax Romana d'un côté, la Pax Sinica de l'autre. Et là, l'Empire Han, qui a régné pendant 4 siècles, donc 2 siècles avant Jésus-Christ, 2 siècles après, en fait, dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, donc l'empereur Han Wuti, qui était un des premiers empereurs Han à régner, en fait, a poussé donc la conquête territoriale au nord jusqu'à la Corée et au sud jusqu'au Vietnam. Il a annexé tous ces territoires. Donc déjà sous les Han, donc nous sommes avant l'ère chrétienne, l'empire chinois est déjà d'une très, très grande extension. Hein. Bon, alors la question des minorités, ça vient effectivement avec l'empire mandchou. Mais l'empire mandchou ne les considérait pas comme des minorités. Le terme minorité est un terme qui est introduit par le stalinisme. Le terme minorité n'apparaît qu'en 1918. On a fait la démonstration dans un article récent. Oui. Avant, il apparaît dans les travaux préparatifs au traité de la conférence de la paix de 1919. Avant, on ne peut pas parler, enfin, ce n'est pas dans le langage politique, même si on a des choses dans l'empire austro-hongrois sur les minorités dans les années 1890. Mais je veux dire, il y a un synchronisme. Je pense aux travaux de Pomerantz. Oui. Je pense qu'il y a un synchronisme historique entre l'expansion. La grande divergence, enfin, oui, c'est ça. Entre l'expansion européenne d'un côté et l'expansion chinoise vers l'intérieur de l'autre. Il me semble que chez Pomerantz, il y a souvent une comparaison entre les deux. Voilà. Mais à la limite, quand vous avez la mer, quand vous êtes ultramarin, vous pouvez brûler vos vaisseaux et rentrer chez vous. C'est plus difficile quand vous avez un empire continental, parce qu'il n'y a pas la barrière de la mer, et donc le sentiment d'homogénéité est beaucoup plus fort dans un empire continental. On le voit aux États-Unis. Les États-Unis sont d'abord un empire continental. Ils ont cessé l'expansion continentale en annexant Hawaï dans les années 1890. Quand ils ont conquis les Philippines en 1897, ils ne l'ont pas intégré aux États-Unis. Donc c'était la fin de l'expansion continentale, même si elle allait sur les îles, des États-Unis. Mais je pense que la problématique chinoise est une problématique d'empire continental. Oui. Enfin bon, là, on connaît bien justement en fait les déboires enfin de la marine chinoise face aux canonnières européennes. Enfin bon, mais je pense que il y a pas que ça. Enfin, il y a le fait que moi, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié les présentations et les discussions d'aujourd'hui. C'est pas parce que c'est nous qui avons organisé ce colloque, je le trouve génial. Mais vous savez, les colloques et en fait, c'est plutôt une journée d'études. On est là pour justement réfléchir ensemble. C'est pas du tout un exercice formel, etc., type académique. Et les colloques, c'est très souvent, comment dire, un pari. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez des colloques qui sont d'un ennui, mais mortel. On sort de la journée, mais complètement lessivé. Enfin, on a juste envie que ça finisse. Moi, je suis prête à rester encore un quart d'heure. Non, mais je trouve que tout de suite, ce matin, en fait, j'ai senti que la mayonnaise prenait, quoi. Hein, parce que c'est pas absolument évident de mettre ensemble deux tribus qui ont très rarement l'occasion de se parler, hein, quand même. Enfin, je veux dire, les gens qui travaillent sur le Moyen-Orient, bon, ils sont sur leurs problématiques, etc. Bon, et puis ensuite, vous avez... alors, la Chine, c'est le gros morceau. Alors là, tous les gens qui travaillent sur la Chine... le reste, en fait, autour, ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, bon, là, le Vietnam connaît pas, enfin, l'Inde connaît pas, enfin, c'est bon. Donc là, je crois que une des vocations et justement des merveilles du Collège de France, c'est d'arriver à mettre tous ces gens-là dans le même endroit, quoi. Enfin, bon, on force le destin. Bon, alors... Enfin, au-delà de ça, donc, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est
justement comment dire, au-delà évidemment des différences, enfin des parcours historiques, tout ça c'est évident. Enfin je veux dire, quand on parle on en parlait avec Victor Louzon ce midi. Victor Louzon me disait, moi je vois surtout les différences, et moi je voyais plutôt au contraire non pas des ressemblances, parce que c'est pas un exercice comparatif, mais je voyais plutôt des communautés, des mécanismes communs, quoi. On parlait ce matin justement de cette notion de processus, et ça je crois que c'est vraiment très très juste. Ces processus qu'on ne peut pas traîner en justice, contrairement aux personnes. Hein, bon. Et là, on voit en fait des processus à l'œuvre qui se retrouvent en fait dans des contextes historiques très très différents, hein, des contextes historiques, culturels, civilisationnels, tout ce que vous voudrez, très différents, et avec des mécanismes communs, quoi. Enfin, quand un mécanisme d'un certain type se met en route, ça produit inéluctablement en fait des effets tout à fait prévisibles. Hein. Ça, c'est, on voit ces jours-ci le BJP en Inde propose de diminuer progressivement le rôle de l'anglais et d'imposer l'hindi à l'ensemble de la société indienne. Oui, alors ça c'est évidemment le processus d'indigénisation qui fait partie d'uniformisation. C'est ça, d'homogénéisation. Hein. C'est toujours le même problème. Quand vous avez justement dans nos États-nations modernes la volonté d'un parti, hein, ou d'un groupe de gens qui détiennent le pouvoir, de décider que l'identité nationale, on la définit de telle façon. Hein, et du coup, après, on ne veut plus voir qu'une seule tête, hein, qui doit être toujours la même. Hein, donc en Chine, on a décidé que la Chine, c'est une Chine soi-disant Han, encore que, là, permettez-moi quand même d'évoquer mes discussions avec le regretté Joël Toraval, qui a été mon collègue à l'EHESS pendant longtemps, qui est mort de façon prématurée et qui était, dans une de ses nombreuses vies, un anthropologue en terrain chinois, et qui a beaucoup travaillé justement sur cette notion d'ethnie, la notion d'ethnie en terrain chinois. Et alors moi, je lui ai posé la question tarte à la crème. J'ai dit, mais moi, si j'étais citoyenne chinoise, j'aurais sur mes documents d'identité donc mon ethnie, c'est-à-dire ce serait marqué Han. Alors je demande à Joël Toraval, ça veut dire quoi être Han? Il me dit en fait, c'est quand tu n'es ni tibétaine, ni mongole, ni ouïghour, ni miao, ni... quand on a tout enlevé, le reste, c'est Han. Vous parlez d'une identité, quoi. Enfin, enfin, voilà. Donc, ce matin, justement, on aboutissait à cette réflexion que cet effort d'homogénéisation qui est appelé par le principe de coextensivité de l'État et de la nation, hein, en fait, on aboutit justement obligatoirement à cette définition d'une essence nationale. Les Japonais, quand ils se sont constitués en État-nation, la première chose qu'ils ont définie, hein, c'est l'essence nationale. Ils ont très bien compris le mécanisme, et ensuite, ça a été importé tel quel en Chine. Alors, quand vous parlez d'essence nationale, mes chers compatriotes français, voilà, en fait, nous avons des gens parmi nous qui nous expliquent qu'est-ce que c'est qu'être français, hein, français de souche, hein, etc. Voilà, alors, français de souche... Moi, je ne savais pas que être breton, c'était automatiquement être français de souche. Hein, mais enfin, en tout cas, voilà, on en est là. Enfin, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour nous dire le mot de la fin ou les mots des fins